Alors, les situations dans lesquelles on va prêter attention à un démembrement sur des titres alors qu'on raisonne sur des plus-values non pas de cession, mais d'apport. Pour peuvent se présenter toute une série d'objectifs et quels sont leurs enjeux. Les enjeux sont des enjeux d'intention libérale, puisque à partir du moment où je décide d'apporter des titres à une société généralement contrôlée, on n'est pas dans un véritable décessivement. On parlera un petit peu après des apports-cessions qui viennent se combiner avec tout ça, mais la logique de la première étape, c'est que j'apporte à une société, que je constitue à l'unipropriétaire. Je n'ai pas nécessairement l'intention de vendre les titres derrière, mais je peux poursuivre des objectifs plus patrimoniaux, notamment tout en conservant bien sûr l'avantage lié au démembrement qui est déjà intervenu, et donc la non-taxation en droit de succession de l'extinction de l'usufruit au jour du décès de l'usufruitier ou au terme de l'usufruit s'il est temporaire. Donc j'ai une purge définitive de droit de succession. Je peux avoir l'intention de dire, en fait, les dividendes, puisqu'on est sur des titres, si je les mets dans une coquille, derrière, je ne suis pas obligé de me les distribuer. Donc je vais pouvoir stocker les fruits au bénéfice, enfin tout ou partie bien sûr, au bénéfice du propriétaire dans une structure qui va percevoir les dividendes du sous-jacent et ne pas nécessairement les distribuer exhaustivement à l'usufruitier. Sur l'aspect apport-cession, là il n'y a rien d'exceptionnel, c'est simplement transposé sur une situation de démembrement. Éviter la taxation dans l'hypothèse où j'ai des plus-values importantes et où l'apport me permet, grâce au report d'imposition du 150.0 BTR, de différer l'impôt à une date ultérieure qui potentiellement n'arrivera jamais si l'usufruit s'éteint sans qu'il n'y ait jamais eu de cession. Et derrière, la société, avec les limites que vous connaissez, j'attends 3 ans ou si je n'attends pas 3 ans, je dois réinvestir 50%, la société pour revendre les titres avec une plus-value écrasée compte tenu de l'apport. Alors, la création de la société holding, j'y reviens très rapidement, mais c'est des sujets que j'en suis persuadé que vous connaissez, n'hésitez pas à poser des questions en cas de besoin. À partir du moment où elle détiendrait au moins 5% en pleine propriété des titres du sous-jacent qu'on va apporter, ça permet à la société d'être taxée à l'impôt sur les sociétés sur une seule quote-part de frais et charges de 5%, ce qui, si on tient compte du taux d'imposition de l'IS qui va être baissé à 25%, voire même, vous le savez, à 15% pour les petites sociétés dans la limite de 38 000 € et quelques, donc ce qui fait un taux d'imposition effectif inférieur à 2%. Bien entendu, ça n'a aucun intérêt si l'idée c'est de tout redistribuer, puisque même si ce taux est faible, ça va créer un frottement entre le dividende d'origine et les 30% qu'on paiera de toute façon lors de la redistribution. Par contre, si on souhaite stocker dans la société, ça permet de réinvestir sans avoir supporté un impôt important et donc avec un meilleur effet de levier. Et puis, on l'a rappelé, le cas échéant, c'est une intention libérale de transmettre une partie des fruits qui auraient dû revenir à l'usufruitier, in fine, à la société qui sera récupérée par le propriétaire à l'extinction de l'usufruit. Si la donation est suivie de l'apport, c'est-à-dire on démembre et ensuite on apporte, la rémunération de l'apport peut ou doit, selon le cas, s'opérer par remise aux apporteurs de droits eux-mêmes démembrés. Je rappelle que ce n'est pas une obligation, et bien entendu, l'erreur à ne pas commettre, sauf si c'est vraiment réfléchi et volontaire, l'erreur à ne pas commettre, c'est à reconstituer lors de l'apport des droits en pleine propriété sur les actifs apportés. Pour 2 raisons. La première, qui est évidente, c'est qu'on va, dans ce cas, si on faisait ça, on recréerait chez l'usufruitier une valeur soumise au droit de succession ou de donation le jour de sa transmission. Deuxièmement, vous avez sans doute en tête l'article 13.5 sur les cessions d'usufruit temporaire, qui fait que lorsque vous apportez un usufruit à une société, et si vous recevez des titres en pleine propriété, vous apportez des titres à une entité pour laquelle l'usufruit ne peut pas être viagé, puisque pour une société il ne peut pas l'être, et donc l'administration considère que vous êtes immédiatement taxable en revenus de capitaux mobiliers sur ce type d'actifs, sur le profit réalisé par rapport à l'usufruit. Donc là, il n'y a pas de différé d'imposition. Par contre, juste pour terminer sur ce point, par contre, en cas d'apport avec report du démembrement, on avait des petites inquiétudes lorsque le 13.5 est passé, mais là, l'administration a confirmé que si on parlait bien d'un usufruit viagé et qu'on reportait l'équivalent du démembrement sur les droits remis en échange, là, il n'y avait pas de difficulté. Oui, monsieur ? Une remarque avec faire votre précision. D'accord. Excusez-moi. Oui. Une personne qui aurait conservé un usufruit à terme fixe, par contre, s'il y a un apport conjoint de propriété et d'usufruitier, là on est hors article 13.5 et du coup
la cession est considérée comme un revenu imposable pour l'usufruitier? Vous dites hors article 13, non, au contraire, on est dans l'article 13 dans ce cas-là. Oui, exactement. Et bon, enfin, c'est pas l'objet, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais effectivement, le 13.5, il y a deux pièges assez importants. C'est que premièrement, il n'y a pas de prix de revient, donc on n'est pas taxé que sur la plus-value. Deuxièmement, il y aura du contentieux là-dessus. À ma connaissance, il n'y a pas de décision de principe. Moi, j'ai 2 dossiers qui sont partis, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de décision de rejet de réclamation. Mais c'est effectivement choquant de ne pas tenir compte d'une partie du prix de revient. Mais il y a ce sujet-là. Et le deuxième, c'est effectivement lorsque j'apporte un usufruit, fut-il temporaire, malgré tout, je ne vais pas le retrouver. Or, l'objectif du 13.5, c'était de sanctionner les personnes qui se débarrassaient d'un usufruit qu'elles avaient vocation à retrouver ultérieurement. Or, si le nu propriétaire a concomitamment transféré la nue propriété, l'usufruitier temporaire, il ne reverra jamais son usufruit. Alors, je vais peut-être passer très rapidement sur le report d'imposition, sauf si vous avez des questions, vous connaissez tous la règle. J'apporte à une société contrôlée, report et pas sursis d'imposition, avec des conditions qui sont là pour limiter les abus de droit, obligation de conservation des titres pendant 3 ans, ou à défaut, obligation de réinvestir au moins 50% du prix de cession. Oui. Sur le réinvestissement économique, les questions relatives à des réinvestissements immobiliers, où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce que les opérations de location meublée, ou bien la promotion-vente, les opérations de marchand de biens, sont-elles éligibles ou ne sont-elles plus? Alors, la location meublée, il y a eu une décision favorable, pas sur le 150.0 BTR, mais qui, à mon avis, est transposable. Je dois vous avouer que malgré la décision, je suis assez réticent à ça parce que ça me paraît pas extraordinaire et je crains fort qu'on ait une réforme législative à un moment ou à un autre, si ce n'est un raisonnement de jurisprudence. En revanche, tout ce qui est hôtelier ou immobilier professionnel, marchand de biens, promoteur, etc., ce sont des activités commerciales dont on ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas éligibles. Alors, dans l'hypothèse d'une donation sous pacte Dutreil, tout ce qu'on dit sur les plus-values continue à produire ses effets. On souhaitait simplement rappeler que les engagements de conservation Dutreil peuvent créer des effets collatéraux. Premièrement parce que pendant la durée des engagements collectifs, il est interdit d'apporter. La tolérance sur laquelle je vais revenir, la dérogation sur laquelle je vais revenir ne vaut que pour les périodes d'engagement individuelles. Ça pourrait changer un petit peu avec la loi Pacte, mais par rapport au projet de loi, ce qui est prévu, c'est des assouplissements en cas de mutation entre signataires du pacte, ce qui voudrait dire qu'on serait dans un cas où la holding bénéficiaire de l'apport serait déjà associée et signataire dans la même société, ce qui est quand même un cas un petit peu particulier, ou sur le deuxième point dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire la possibilité d'apporter en cours d'engagement, mais pour ce qui concerne les engagements individuels. Aujourd'hui, vous le savez probablement, il y a une dérogation qui permet de manière très encadrée aux bénéficiaires d'une transmission sous pacte Dutreil, lorsqu'ils sont en période d'engagement individuel, de constituer une holding à condition d'être uniquement entre personnes tenues à cet engagement. Je crois qu'il y a une tolérance pour le donateur, mais sur une fraction très très faible, et que la société ait pour objet exclusif la détention des titres de la société sur laquelle porte l'engagement. Ce qui crée des difficultés assez importantes, parce que quand vous créez une société en général, ça peut être pour de la simple gouvernance, mais c'est aussi pour bénéficier des fruits et pouvoir réinvestir. Et quand on vous interdit de réinvestir dans autre chose que la société concernée ou son groupe, ça limite quand même beaucoup les situations. Dans la loi Pacte, on devrait avoir quelques assouplissements là-dessus. Ce qui est prévu pour l'instant, ce sont des assouplissements à la fois sur les associés et sur la possibilité de détenir d'autres actifs. On attend de voir ce que vont donner les débats. C'est clair que si on avait un petit peu plus de souplesse, ça permettrait d'utiliser de manière plus technique cette possibilité. Alors, lorsqu'on est au contraire dans un apport antérieur à la donation, finalement, je vais très vite, pour le 150.0 BTR, on a uniquement une clause anti-abus dans l'hypothèse où on souhaiterait, où le donateur souhaiterait céder rapidement après la donation. Donc il faut normalement qu'il les consacre en 18 mois, sinon on va effacer les effets de la transmission sur l'impact sur le report d'imposition et bien entendu faire attention dans les situations où on a des engagements à ne pas faire une mutation à un niveau qui viendrait à les violer. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je passe un petit peu vite parce que ce n'est pas les points
les points essentiels. Attention, lorsqu'on parle de donation avec une holding, à ce que la société dont on parle soit bien une holding animatrice. Puisque dans l'hypothèse où la holding n'est pas animatrice, vous savez que le pacte va porter nécessairement sur une ou plusieurs des filiales, avec des obligations de conserver les niveaux inchangés de participation à tous les étages. Et il y avait une petite incertitude dans le texte aujourd'hui par rapport à cette obligation pendant la période d'engagement individuel qui va être clarifiée dans la loi pacte pour éviter les petites manipulations que certains contribuables ont pu tenter. La valorisation des apports, un petit rappel, je vais aller assez vite parce que là on a détaillé un petit peu l'arrêt, mais il y a un arrêt de début d'année qui vient vous dire que dans une situation où vous sous-valorisez un apport, alors l'arrêt est dans un contexte familial, c'est bien sûr ceux dans lesquels on aura le plus de soucis pour ce qui concerne la fiscalité patrimoniale, mais faire des donations indirectes par sous-valorisation d'apport, c'est bien sûr sanctionnable sur le terrain des droits de mutation. Mais dorénavant, ça allait également sur le terrain de la fiscalité directe, puisque le Conseil d'État considère que l'administration peut valablement, si elle démontre l'intention libérale, assujettir à l'IS l'écart de valeur entre la valeur réelle et la valeur retenue pour l'apport. Oui. Parce que pour vous, par exemple, sur des titres cotés, la valorisation en cas de donation directe, c'est effectivement le taux coté. En revanche, si on donne des titres de la holding entièrement constitués de titres cotés, est-ce qu'on peut considérer, même un instant de raison plus tard, qu'il y a une décote sur les parts de la holding compte tenu de... Oui. Ouais. Après, on discutera longtemps à l'administration du taux de la décote, mais oui, ça c'est... Surtout que, bon, après, tout dépend bien sûr de l'importance de la décote. Selon que vous donnez à une seule personne ou à 3 associés, ce sera bien sûr pas la même chose. Donc tout ça n'est que la conséquence de ce qu'on vient de rappeler. Attention à la valeur, nécessité de pouvoir en justifier, donc recommander dans les opérations qui portent sur des titres importants de ne pas hésiter à faire une expertise. Pour rappel, la jurisprudence du Conseil d'État, il y a un arrêt de 2009 qui considère qu'on peut avoir un écart susceptible de représenter une libéralité qu'à partir du moment où il est significatif. En 2009, il avait jugé qu'en dessous de 20%, ça ne pouvait pas être considéré comme significatif. Pour rappel, dans l'arrêt dont on vient de parler, l'écart était de 34%. Néanmoins, la Cour de cassation, la Cour d'appel, je ne crois pas que ce soit allé en cassation, avait jugé qu'il n'y avait pas de donation indirecte, ce qui est un peu choquant puisque le juge de l'impôt en IS a estimé qu'il y avait un avantage, là où le juge judiciaire avait trouvé qu'il n'y en avait pas.